Merci beaucoup à vous d'être là nombreux. Vous dire mon plaisir d'être là aussi, parce que j'ai souvent tendance à rater ces conférences, faute de temps. C'est vraiment dommage. Et j'en discute souvent avec Dominique qui est à mes côtés. Et je suis d'autant plus content que ce soir, on peut enfin accueillir Jean-Philippe Descas, qu'on avait essayé d'accueillir déjà en janvier dernier. Malheureusement, ça n'avait pas pu se faire pour un sujet passionnant. Donc voilà, donc je vais pouvoir assister à la conférence ce soir. Alors, ils sont que deux sur la table, mais en fait, il faut être nombreux pour préparer des conférences. Donc, je voudrais juste remercier nos partenaires, évidemment l'Espace Malraux et la base, que vous connaissez peut-être déjà, Livre en Marche, dont vous êtes tous des aficionados, je le sais, et puis la librairie Garin, que vous retrouverez un petit peu plus loin sur le parcours, qui proposera les ouvrages de Jean-Philippe Descas. Voilà. Je suis d'autant plus fier que sachez que juste derrière ce rideau, il y a une deuxième conférence, en fait. Il y a un cinéphilo en même temps, donc c'est super. Il y a de l'activité tout le temps à l'Espace Malraux. Voilà. Dominique, je te laisse dire un petit mot. Oui, merci. Alors, bien évidemment, les remerciements d'usage à la scène Malraux et à la base de nous accueillir fidèlement tous les mois. C'est vraiment un très beau partenariat. C'est quelque chose de très qui permet de construire des choses. Alors, pour les habitués, ils vont voir qu'il y a des petits changements par rapport aux conférences précédentes. C'est que maintenant, on a fait des cubes. Hein, comme ça, on voit que c'est Livre en Marche. On commence à travailler notre identité visuelle. Et puis, vous pourrez trouver à l'entrée ou sur les étagères, un tout petit dépliant. Et ce petit dépliant qui a été préparé par Karen, il a le mérite de vous donner le programme de nos activités jusqu'au 26 octobre. Hein, donc là, vous avez déjà 5 conférences qui sont programmées, dont celle-ci. La prochaine, c'est le 4 mai avec Emmanuel Pont. Alors c'est un titre un peu pas marrant, mais ça fait partie des questionnements. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? Enquête sur la démographie mondiale. Donc c'est une question qu'il y a plein de gens qui se posent. Je crois que la réponse, elle est quand même, il ne faut pas arrêter de faire des enfants. Donc c'est quand même positif au final. Ensuite, vous êtes invité le 25 mai, mais ça, c'est pas en Savoie, c'est en Haute-Savoie, dans le grand amphi du Crédit Agricole des Savoies au Glaisin, pour une conférence de Marc-André Solos. Marc-André Solos, c'est le grand spécialiste français de la vie des sols. Qu'est-ce qui se passe dans les sols? Comment aujourd'hui les sols sont en danger par rapport à plein de sujets, dont l'artificialisation. Et ensuite, le 8 juin, donc là, on aura un intervenant qui fait parler de lui. Alors, c'est un sujet qui est, on peut dire, qui est un peu polémique. C'est les problématiques de croissance et de décroissance. C'est Timothée Parikh. Timothée Parikh est ce jeune économiste qui est enseignant en Suède, qui a en 3 ans sorti une thèse sur le sujet de 964 pages. Donc il va falloir que Justine la lise et pour nous en faire une restitution correcte. Hein. Mais Timothée a sorti un ouvrage de cette thèse qui s'appelle Ralentir ou périr. Et Timothée aujourd'hui est sollicité par toutes les grandes écoles françaises. Il est partout, Timothée. Hein. On le voit de partout. Il n'est pas très facile à attraper. Voilà. Et puis, l'autre rendez-vous, je vous donnerai rendez-vous au Festival Livre en Marche, qui a lieu les 30 septembre et 1er octobre. Je ne parlerai pas encore du mois d'octobre, parce qu'on a encore d'autres choses derrière. Et en Livre en Marche, on est en train de construire une programmation avec beaucoup de jeunesse, pas mal de femmes. Je parlerai de Salomé Saké, de Camille Etienne. On aura aussi Pablo Servigne, Aurélien Barraud. Il y a seulement Julien Dovorex qui devrait venir aussi. Voilà, oui, bon, et puis, probablement aussi Étienne Klein. On aura un gros focus sur les animaux avec Lionel Labigne. Voilà, j'arrête là. Tout ça pour vous dire que vous pouvez trouver, avec ce petit document à vos dispositions, déjà le programme de vos soirées jusqu'au 26 octobre, où là, ça sera Renaud Van Ruynbeck sur les paradis fiscaux. Merci de votre fidélité et à votre présence. Merci à tous les deux. Bonsoir à tous. Moi, je suis ravie d'être là. Ça fait un moment que je n'étais pas venue ici pour animer. Et puis Jean-Philippe, on s'est raté une première fois au mois de janvier pour cause de grève. Et là, on est ensemble ici. Jean-Philippe, tu as écrit un bouquin qui s'appelle « Le courage de renoncer ». Le difficile chemin des élites pour bifurquer vers un monde durable. Vous le voyez, il est ici. Vous savez que si vous le voulez, il y a la librairie Garin qui est juste à côté. On est ensemble jusqu'à 20h30. Et l'idée, c'est d'échanger d'abord, tous les deux, sur ton livre, et puis après, de vous laisser à vous la place pour des questions.
Et on va commencer tout de suite avec ma première question. Je te laisse la parole. Qui es-tu? Et puis parle-nous un petit peu de ton parcours, s'il te plaît. Ça marche. Bonsoir tout le monde déjà. Je suis ravi d'être ici à Chambéry. Merci à toute l'équipe de Livre en Marche pour l'invitation et merci à toi Justine pour ce temps. Je m'appelle donc Jean-Philippe Descas. Qui est-ce que je suis et quel est mon parcours? Si je remonte, je suis parisien. Je suis né à Paris en 1986 dans ce que je définis être une famille néo-bourgeoise. Alors qu'est-ce que je définis comme une famille néo-bourgeoise? C'est une famille qui a le capital économique de la bourgeoisie, mais qui n'en a pas le capital social et le capital symbolique. Voilà, j'aime bien prendre ce petit exemple pour expliquer un petit peu mon bagage familial et socioculturel. J'ai fait toutes mes études à Paris 15e dans des établissements privés catholiques. J'ai fait une prépa, ensuite j'ai intégré HEC, donc je suis sorti en 2010. J'ai été entrepreneur ensuite pendant plus de 10 ans, beaucoup à l'étranger, dans des entreprises du numérique, e-commerce, publicité en ligne, jeux vidéo. Voilà, j'ai eu la chance de vivre beaucoup en Asie, aux États-Unis et dans plusieurs pays européens. Et puis en 2018, j'ai décidé de changer radicalement de voie et d'arrêter mes activités entrepreneuriales dans ce sens-là pour me consacrer à la formation, au sens me former moi-même sur les enjeux écologiques. À cette époque-là, j'habitais au Vietnam et j'ai du coup participé à pas mal d'activités bénévoles. J'ai travaillé dans des fermes. Travailler bénévolement dans des fermes et aussi rejoindre des associations comme la Fresque du Climat, dont j'étais référent pour le Vietnam, les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Et puis j'ai décidé ensuite de lancer un podcast qui s'appelle OSE, O-Z-E accent aigu, qui s'intéressait en fait aux bifurcations des diplômés au sens large de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs principalement. Pourquoi? Déjà pour essayer de trouver des réponses un peu à des questions que moi je me posais personnellement venant de ce milieu-là, à savoir pourquoi est-ce que en fait, des gens que tout privilégie décident un jour en fait, de changer de mode de vie, de changer de métier pour s'engager sur des sujets sociaux et ou écologiques. Et puis, il y avait une vocation derrière de sensibilisation et un peu inspirationnelle pour raconter en fait ces parcours au travers du podcast et aider en même temps que je m'aidais moi-même les gens dans la même position que moi à s'interroger sur ces questions. Et ce faisant en fait, après une centaine d'interviews, j'ai pas pu m'empêcher d'analyser, de réfléchir un petit peu à différents points qui étaient certaines similitudes et j'ai eu envie de les poser sur le papier, d'abord sous la forme d'articles et puis très vite en fait ça s'est transformé en livre et ça donne ce livre, le courage de renoncer. Et aujourd'hui j'ai repris mes études et je suis doctorant en sciences sociales, voilà, c'est en première année de thèse de doctorat sur la transformation des modèles économiques des entreprises dans le respect des limites planétaires. Voilà. Belle présentation, merci Jean-Philippe. Alors, on va parler de ton livre, parce que c'est le fil rouge aussi de cet échange. Ton livre, il explore le chemin des élites, le cheminement des élites, qui remettent en question en fait cette voie qui est tracée. Qui sont ces élites d'abord et qu'est-ce qu'elles ont en commun ? Alors, déjà, pourquoi est-ce que j'utilise le terme élite ? Histoire de un peu débloquer un mot qui parfois fait un peu crisser des dents, et à raison. Élite, c'est pas, voilà, malgré toutes les connotations qu'il peut avoir, c'est un terme simplement sociologique hein, qui détermine les gens qui sont la classe dominante dans une société donnée. Voilà, si je peux donner une définition assez simple. Donc c'est pour ça que j'utilise ce terme. On aurait pu dire les plus privilégiés, a fortiori aussi peut-être les plus riches. On va dire c'est pas exactement la même chose, mais ça s'en rapproche. Moi, je me suis principalement intéressé aux alumni
donc aux diplômés de grandes écoles, âgés de 25 à 65 ans, on va dire, donc qui sortaient principalement d'écoles de commerce et d'ingénieurs. C'est vraiment la population à laquelle je me suis intéressé. Et voilà, je le raconte un petit peu dans le livre aussi pourquoi j'utilise ce terme élite, parce que c'est la manière dont on nous désigne au sein même de ces grandes écoles. Lors de ma journée de rentrée à HEC, c'était très clair, vous êtes les élites et vous serez amenés à diriger la société. C'était très très simple et très clair et très limpide dans le discours qu'on nous servait sur cette première journée d'intégration. Après, donc qu'est-ce que je définis? Donc moi, c'est cette population-là que j'ai particulièrement étudiée, mais après, j'ai voulu prendre ce terme d'élite pour être un peu plus large, parce qu'il n'y a effectivement pas que les diplômés d'écoles d'ingénieurs et de commerce qu'on peut mettre là-dedans. Il y a diplômés de grandes écoles au sens large, mais aussi en fait toute une population qui est en fait la classe dominante, on va dire, de notre société, et qu'on peut regrouper, on va dire, de manière peut-être un peu maladroite parfois, sous la dénomination des plus riches. Alors moi, j'aime bien prendre un peu ce proxy des 10% les plus riches, qui vivent toujours de leur revenu du travail. C'est-à-dire qu'on enlève, on va dire, les 1% et ceux qui ne vivent que de l'accumulation du capital ou des fruits en fait, de leur capital. Donc les 10% qui vivent quand même des revenus de leur travail. Alors c'est quoi? Pour vous donner aussi un ordre d'idée, si on regarde les chiffres de l'Observatoire des inégalités, l'Observatoire des inégalités publie chaque année l'échelle des revenus, l'échelle du patrimoine. Ce sont des chiffres qui sont basés sur l'INSEE, donc ce n'est pas des chiffres qui sortent de nulle part, c'est des stats de l'INSEE qui sont prises pour faire cette échelle. Si je ne dis pas de bêtises, en 2021, pour faire partie des 10% des revenus les plus riches en France, il fallait gagner par tête 3 200 € et des brouettes net après impôt. Voilà, comme ça donne un ordre d'idée si vous voulez vous situer sur cette échelle des revenus ou situer des gens que vous connaissez. Et le revenu médian est à 1 700 € par mois. Médian, donc il y a 50% de la population au-dessus, 50% en dessous. Donc voilà, on va dire que c'est cette population-là à laquelle moi je me suis intéressé et que je définis comme étant les élites dans le livre. Donc tu t'es centré sur ces élites. Pourquoi les élites, elles ont un rôle essentiel à jouer pour construire un monde qui est plus durable? Alors, pour plusieurs raisons. Il y a une première raison, on va dire, qui est une raison de l'ordre éthique, qui est que les plus privilégiés, les plus riches, sont ceux qui ont l'empreinte écologique la plus forte sur notre planète. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je donne juste un exemple, alors l'empreinte écologique, c'est quelque chose qu'on mesure assez mal, parce que c'est difficile de définir des indicateurs pour mesurer, on va dire, l'empreinte sur les différentes, sur l'eau, sur les différentes pollutions, etc. Donc c'est pas évident de la mesurer. Donc très souvent on va se rabattre en fait sur l'empreinte carbone, puisque ça c'est facile de mesurer le CO2, en tout cas facile. On sait bien le faire de manière à peu près approximative aujourd'hui. Donc on parle souvent de carbone, mais voilà, juste à rappeler que le carbone et le changement climatique est seulement l'une des 9 limites planétaires, à savoir les différents seuils biophysiques et biochimiques à ne pas dépasser pour maintenir notre planète dans un état stable et soutenable qui permet à l'humanité de prospérer. Voilà, c'est aparté. Donc, si je reviens à la question des plus riches, si on regarde juste l'empreinte carbone, les 10% les plus riches sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Donc si on regarde de l'autre sens, ça veut dire que les 90% les plus pauvres sont responsables de 50% des émissions. Donc il y a une vraie responsabilité en fait des plus riches. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'éthique à déjà en fait se bouger, agir pour essayer de transformer notre système quand on fait partie de cette population. Ensuite, il y a un point qui n'est pas de l'éthique, mais tout simplement de la capacité. Quand on fait partie de l'élite, et donc on est en position dominante dans le système,
à travers son emploi. Généralement, ces gens-là sont des capitaines d'industrie, sont des cadres dirigeants de grandes entreprises, dans des administrations, dans des institutions. Ils sont donc en capacité d'agir pour transformer les organisations. Ça ne vous aura pas échappé, je pense que la plupart des organisations sont des organisations pyramidales, généralement avec un homme ou quelques hommes à la tête de ces organisations qui ont le pouvoir décisionnaire sur la stratégie et la transformation de celle-ci. Donc ils sont en capacité d'agir et de transformer le système. Ils sont responsables principalement de la destruction de la vie sur Terre. Ce sont les deux raisons qui m'ont poussé à m'intéresser en fait à cette population comme acteur du changement et de la transformation sociétale. À quoi ces élites, elles doivent renoncer en pratique? À des privilèges? Beaucoup de choses. Je le dis en rigolant, mais c'est pas très drôle. Hein. En fait, c'est renoncer entièrement à un mode de vie, hein, et c'est transformer radicalement la société. C'est pour se maintenir sous les seuils des différentes limites planétaires. Juste peut-être une question comme ça, je rappelle, et on est tous à la page là-dessus. Qui connaît les limites planétaires? Qui a déjà entendu parler des limites planétaires ici? Ok, quelques-uns. Je rappelle rapidement, les limites planétaires, donc ce sont 9 seuils à ne pas dépasser. C'est donc des seuils biophysiques, biochimiques à ne pas dépasser, qui ont été définis par une équipe de chercheurs dans les années 2000, qui sont fréquemment mis à jour et mesurés. Vous avez le changement climatique, la couche d'ozone, la biodiversité, l'acidification des océans, l'artificialisation des sols, le cycle du phosphore, de l'azote, le cycle de l'eau et quelques autres. En 2022, sur ces 9 limites planétaires, 6 ont déjà été dépassées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas forcément revenir sous les seuils. Donc ce ne sont pas des points de bascule, hein, ce n'est pas la même chose que les points de bascule du climat, si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais ça veut dire que plus on étire en fait, le dépassement de la limite et plus on le fait dans le temps, plus il est difficile en fait, de pouvoir revenir sous ce seuil. Voilà. Et chacune de ces limites, chacun de ces seuils sont mesurés par une mesure précise. Par exemple, pour le changement climatique, c'est la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mesurée en ppm. Pour la biodiversité, il y a 2 types de mesures, mais ça va être le nombre d'espèces qui disparaissent chaque année pour 1000 espèces, plus la variété de ces différentes espèces, etc. etc. Voilà, si ça vous intéresse, je vous recommande un excellent livre qui s'appelle « Les limites planétaires » et qui explique très très bien ça de manière vulgarisée et très accessible. Donc voilà, donc pour vivre en fait sous ces seuils, ça implique une transformation complètement totale de notre mode de vie et a fortiori de celui donc des plus privilégiés qui est écocidaire et principalement destructeur du vivant, c'est-à-dire qu'à peu près tout dans le mode de vie des privilégiés, à savoir leur consommation, leur métier, ce qu'ils font de leur épargne, toute la culture qu'ils vont véhiculer au sein de la société est malheureusement écocidaire. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui pousse au déclic, au changement? Parce que peut-être déjà, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé au changement et qu'est-ce qui peut pousser en général les élites? Parce que finalement, c'est eux aussi que tu as interviewé dans ton podcast. Et ce livre, il est aussi une manière en fait d'écrire, de poser des mots sur toutes ces personnes que tu as interviewées, sur ce qu'elles t'ont raconté. Oui, tout à fait. Voilà, une fois que je dis ça avec mon air très sérieux, l'idée, c'est pas de jeter, on va dire, de l'huile bouillante sur ces élites, ces privilégiés, mais plus de m'intéresser en fait à cette population comme étant des acteurs particuliers de la transformation sociétale. Et du coup, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir ces acteurs, ceux qui se mettaient en mouvement, qui opéraient des bifurcations, pourquoi est-ce qu'ils le faisaient, quels étaient les freins qu'ils rencontraient, comment est-ce qu'ils les surmontaient ou non, et pour faire quoi ensuite et de quelle manière. Et je me suis intéressé à ça, comme je vous l'ai dit en introduction, parce que moi, je me posais effectivement beaucoup de questions. Je n'avais aucune conscience écologique avant 2017-2018. Honnêtement, j'avais jamais trop entendu parler du changement climatique, où j'étais limite climato-sceptique, on va dire.
J'étais très très loin de ces questions-là. Et c'est arrivé à titre personnel parce que j'ai commencé à être malade et je me suis intéressé à l'alimentation, qui m'a poussé à m'intéresser à l'agriculture, qui m'a poussé à m'intéresser du coup au vivant et en remontant le fil du coup aux questions écologiques. Puis j'ai entendu parler du changement climatique. Et puis depuis, je n'ai pas lâché l'affaire et je creuse en permanence. Donc je me suis aussi intéressé à ces questions de pourquoi en fait une partie de ces élites veulent s'émanciper de la voie royale, ou en tout cas de leur place privilégiée. Alors il y a 1 million de facteurs qui font que les gens ont envie de s'émanciper. Très clairement, ça peut être le rapport au travail. Voilà, il y a 50% des cadres supérieurs qui disaient avoir été en situation de burn-out lors d'une étude récente. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est de se dire que même parmi les privilégiés et ceux qui sont censés bénéficier de ce système, 50% estiment avoir été en tout cas en burn-out. Il y en a, c'est par la conscience écologique. Il y en a, c'est simplement, ils s'ennuient aussi dans leur travail. Ça va être vraiment peut-être aussi la maladie, un rapport à un proche qui change. Il peut y avoir vraiment une multitude de déclics, sachant qu'il n'y a pas un moment fatidique où on change. C'est vraiment un long chemin, c'est un processus. Il y a un exemple, par exemple, que j'aime bien citer, qui est d'un ancien ingénieur de chez Airbus, qui était aussi ensuite pilote chez Ryanair, que j'ai interviewé, qui fait partie de ces bifurqueurs que j'ai interviewé, et qui, lui, avait découvert la problématique du pic pétrolier et du changement climatique pendant ses études à Supaéro, et qui a mis 10 ans, en fait, avant d'agir concrètement. Puisque pendant 10 ans, finalement, il a été, même si il en avait conscience, derrière, on rentre dans le déni en se racontant des histoires sur le technosolutionnisme qui va nous sauver, puis le fait que, est-ce que c'est vraiment sûr? Et puis finalement, personne n'en parle, personne n'agit, c'est encore loin. Donc est-ce qu'on a vraiment envie de changer de mode de vie, etc. Jusqu'à ce que, finalement, la dissonance cognitive qu'il ressente soit trop forte et qu'il décide vraiment d'opérer un changement. J'aime bien la métaphore de l'eau qui bout, qui avait été prise par Ben Assayag pour expliquer cette logique de déclic, en fait, où on parle de déclic au moment où il y a un changement d'état entre l'eau qui est à l'état liquide avant qu'elle passe à l'état gazeux, mais ça se passe à 100 degrés, et avant il a fallu accumuler de la chaleur pour passer de peut-être 14 degrés à 100 degrés sur la température de l'eau, et tout ça en fait c'est aussi le déclic. Donc c'est cette accumulation en fait de choses qui permet à un moment donné d'avoir ce déclic et de décider de passer à l'action. Tu parles de dissonance, cognitive. Ce qui m'interroge, c'est du coup ce chemin, il prend combien de temps? Dans les personnes que tu as interviewées, c'est quoi? C'est 1 an, 5 ans, 10 ans? C'est combien de temps ce temps où il y a une partie de nous qui peut être dans la culpabilité et une autre qui veut quand même profiter ou faire comme si ça n'existait pas? Pareil, il n'y a pas de règle. Ça peut être direct, et puis ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Malheureusement, il n'y a pas de règle, et l'immense majorité quand même des personnes sont dans le déni. Donc c'est malgré un éveil grandissant. Donc oui, non, malheureusement, il n'y a pas de recette sur le déclencheur. Sur comment aller plus vite. Non, c'est très très difficile d'accélérer. On ne peut pas le faire pour les autres. Très difficile de convaincre aussi. En revanche, quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que pour la plupart des personnes que j'ai interrogées, quand même, il a fallu que les gens se prennent le mur pour se décider à agir. Quand même, ça c'est quand même un facteur qui est assez prépondérant. Et quand je dis se prendre le mur, c'est burn-out, accident quasi mortel, perte d'un proche. Le tien, c'était la maladie. Moi, c'était la maladie. Mais en fait, ça revient très très souvent. Voilà, c'est pas quelque chose qui est dérisoire, et je pense que c'est important de l'avoir en tête aussi. On peut faire le parallèle en plus sur toute la théorie du changement, du passage à l'action, etc. Il y a des choses qui se recoupent par rapport à ça, donc c'est pas anecdotique. On va parler des freins. Quels sont les freins en fait qui peuvent empêcher les élites de passer à l'action?
Toi, tu évoques déjà dans ton livre 3 types de freins, financiers, sociaux et idéologiques. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Moi, je me suis intéressé aux freins avec en tête d'abord les freins financiers, puisque je me disais, c'est forcément ça qui bloque le plus, puisque pour aussi remettre un petit peu de contexte, quand on parle donc de ces élites, de ces diplômés de grandes écoles, très vite, un HEC, quand il sort, au bout de quelques années, son salaire va tourner autour de 100, 120 000 euros. C'est pas quelque chose c'est quelque chose d'assez normal par an. Donc on parle de personnes qui, autour de 35-40 ans, vont toucher 5, 10, 15 000 euros par mois. C'est pas du tout quelque chose d'anormal. Et du coup, quand on est consultant chez McKinsey et qu'on gagne 15 000 euros par mois à 40 ans, opérer une bifurcation pour aller travailler chez Emmaüs et toucher 2000 net, c'est quand même divisé par plus de 7 son salaire. Donc quand même ça pose de nombreuses questions, et pas uniquement par rapport à finalement l'aspect purement financier de goût de l'argent, qu'on pourrait regarder et moquer un petit peu cet aspect-là, mais non, mais en fait ça remet en question complètement le mode de vie, puisque les freins financiers, c'est aussi la dette, donc dette étudiante pour les plus jeunes, dette immobilière pour ceux d'après. Ce sont des gens qui généralement travaillent et vivent dans les grands centres urbains, beaucoup à Paris, où le prix au mètre carré est entre 10 et 20 000 euros. Donc ce sont des gens qui, quand ils s'endettent sur l'immobilier, s'endettent à hauteur de 1 million d'euros. C'est pas comme moi quand j'habitais dans le Tarn, où les gens achetaient une maison à 150 000 euros. C'est 10 fois plus. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur des revenus qui nécessitent pour assurer les remboursements sur 20 ans, 25 ans, ce niveau de revenu, ce qui fait que ça vous contraint dans un type d'emploi, et puis tout le mode de vie qui va avec, de par les personnes que vous fréquentez, puisque forcément les personnes que vous fréquentez dans votre cercle social, donc c'est là où on fait le lien avec les freins sociaux, vivent de la même manière que vous, ont les mêmes modes de consommation que vous, donc vont dans des restaurants fréquemment, où on sort avec des additions à 100, 200 euros. On prend l'avion de manière très régulière pour faire des week-ends à Copenhague et des vacances à Miami. C'est le ski au Club Med à 7 000 euros la semaine pour les gamins. Et tout ça qui fait que c'est à la fois, franchement, assez révoltant à regarder quand on prend un petit peu du recul, mais c'est des gens qui sont enfermés dans un entre-soi social qui fait qu'il est très difficile en fait de sortir de ça, puisque c'est toute leur vie en fait. Et du coup, opérer cette bifurcation, changer de mode de vie, c'est aussi renoncer à tout ça. C'est renoncer à tous ces liens sociaux, c'est parfois se confronter à sa famille, à son plus sain. Donc c'est des choses qui sont assez compliquées à la fois sur le côté financier et sur le côté social. Et juste petite précision, l'entre-soi n'est pas uniquement chez les élites. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, quand tu parles de ce toujours plus ou du style de vacances, etc., c'est quelque chose, c'est un frein qui peut être partagé par plein de gens, et c'est pas un rapport avec les élites, c'est le fait de l'habitude d'avoir envie de plus ou même de mieux, je vais peut-être le dire comme ça, et penser que le mieux, c'est aussi à travers ces choses-là. Oui, tout à fait. C'est toute l'idéologie, là, pour le coup. C'est là où on fait le parallèle, avec le mythe du progrès, du confort, tout ce qu'on appelle la reproduction sociale passive aussi, et active, du coup. Donc, toute la reproduction sociale passive, qui est de l'ordre de l'habitus. C'est toute la théorie bourdieusienne de la reproduction sociale, par les actes quotidiens, la manière dont on mange, la famille, etc., qui fait qu'on reste, en fait, dans un certain système, et la reproduction sociale active, qui est de l'ordre de celle qui est poussée par les institutions, l'école, le travail, etc. Et qui du coup enferme dans un système, dans un certain mode de vie. Non, moi je voulais juste ajouter en fait que l'entre-soi n'est pas l'apanage des plus riches ou des élites, mais de tout groupe social en fait. On vit tous dans un entre-soi.
avec les gens qui on a été éduqués, avec qui on travaille. On est tous dans un entre-soi. On est très très peu en fait dans une certaine mixité. Donc voilà, c'est pas, encore une fois, pour éviter de stigmatiser. On est tous en fait enfermés quelque part là-dedans avec une vision du monde qui correspond à notre vécu, à notre cercle social, et qui aussi cause en fait ce décalage et ce côté vraiment hors sol des plus riches qui sont complètement enfermés dans ce cadre de pensée. On comprend en fait quand tu dis ça que ça fait beaucoup de croyances à déconstruire et que du coup le chemin est long, et j'imagine que ça commence aussi par l'envie. En tout cas, il faut l'avoir pour bouger ces lignes. Oui, tout à fait. Puisque en fait, c'est très très facile de. Ce qui est très compliqué pour les plus privilégiés, c'est qu'ils ne ressentent pas les difficultés que la majeure partie de la population vit au quotidien. Eux, ils n'ont pas de problème pour boucler les fins de mois. Ils partent toujours en vacances à Bali l'été. Il n'y a pas de problème si jamais, en fait, de toute façon, ils ne vont pas à l'école publique, ils vont à l'école privée, donc les grèves ou les problématiques avec les enseignants, les absences, la détérioration, on va dire, de l'hôpital public, de l'école publique, etc. Ils ne le vivent pas. Ils vivent dans des quartiers où il n'y a que des riches comme eux, et, donc, qui en plus sont bien nettoyés, eux, par les mairies, à la différence d'autres quartiers populaires. Petite anecdote juste là-dessus. Vous connaissez un peu Toulouse, le Mirail, la Reinerie, je ne sais pas si ça vous parle, ce sont des quartiers quand même très très populaires. Moi je vis dans un quartier très bourgeois, autour du Jardin des Plantes à Toulouse, qui est toujours très propre. Il n'y a pas une crotte de chien, il n'y a pas un déchet dans la rue, que des gens comme moi, bien habillés, etc. Très propre sur eux. Et je suis allé à la Reinerie pour aller voir ma belle famille qui était dans le coin avec mon épouse. Et vraiment, c'était juste complètement hallucinant. J'avais l'impression d'être à Bagdad. On était dans un état de détérioration des bâtiments. C'est juste, les services de la mairie ne venaient pas, quoi, simplement. Il n'y a rien qui était fait. Donc on comprend qu'il y a une déconnexion et une vision du monde qui est complètement hallucinante, puisque bien évidemment, les gens comme moi, généralement, ne vont pas dans ces quartiers-là, et du coup, ne voient pas et ne vivent pas ça, en fait. Ils ne sentent pas dans leur chair la destruction et la détérioration du vivant. Pour l'instant, en tout cas, ils ne souffrent pas. Et c'est ça, je pense, qui est le plus difficile dans le déclic de bifurcation des plus privilégiés, c'est qu'il est très facile, en fait, de rester dans le déni, puisqu'on ne ressent pas, en fait, toutes ces problématiques. Alors, on a bien vu qu'effectivement, il y avait des forêts qui cramaient pendant l'été en France, mais vu qu'on n'a toujours pas de problème pour répondre à ces besoins les plus fondamentaux, et même des besoins superflus et toutes ces envies, ça n'impose pas, en fait, la réflexion et la remise en question, en tout cas, du système et du mode de vie. Comment on dépasse ces freins, alors ? Alors, comment on dépasse les freins ? Alors, désolé, je vais être pas hyper optimiste, mais déjà, on ne peut pas dépasser les freins si on n'a pas envie de sortir de ce mode de vie, ou en tout cas qu'on ne s'intéresse pas, qu'on n'a pas un premier réveil de conscience, on va dire. Moi, toutes les personnes auxquelles je me suis intéressé, encore une fois, sont des gens qui voulaient s'émanciper du système. Donc, on va dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont conscience des problématiques sociales et environnementales, mais qui ne le vivent pas dans leur chair et qui ne font pas de processus de déconstruction de leurs croyances. Et c'est là où, en fait, c'est vraiment fondamental et important pour éviter de sombrer dans les fausses bonnes idées ou le greenwashing, puisque la question de la déconstruction des croyances, c'est celle de reconnaître la part d'idéologie dans nos actions, nos modes de vie, nos pensées, et ne plus les traiter comme un ordre naturel des choses. Et aujourd'hui, en fait, sur, par exemple, l'éthique du travail, le mérite, la propriété privée, le progrès technique, etc., tout ça est défini dans l'idéologie néolibérale comme
un ordre naturel des choses. C'est le There is no alternative, un peu de Margaret Thatcher. C'est toute cette idée comme quoi ça reposerait sur une façon de tourner qu'a le monde et dont on ne pourrait pas sortir. Et tout ça est entièrement faux. Ce sont des constructions sociales. C'est l'ordre de l'idéologie, de la croyance, et on peut tout à fait faire autrement. Sauf que si on ne sait pas, si on n'a pas pris le recul nécessaire pour comprendre que c'était des croyances, que c'était des mythes, en fait, des mythes partagés, eh c'est très très difficile en fait d'ouvrir le champ des possibles, de voir que l'on peut faire autrement et de s'intéresser en fait à d'autres manières de faire. Et très vite, du coup, on sombre dans le greenwashing, les fausses bonnes idées. Donc c'est un peu un entonnoir, généralement, la manière dont je représente. Il y a beaucoup de gens qui ont une petite prise de conscience, très peu qui se décident à passer à l'action à cause de tous les freins que j'ai évoqués, financiers, sociaux, idéologiques. Et au sein même de ces personnes qui passent à l'action, une infime minorité opère en fait de bifurcation réelle après un processus de déconstruction important. En fait, l'immense majorité de ceux-mêmes qui décident de bifurquer tombent dans le greenwashing ou les fausses bonnes solutions. Donc on va y revenir à ces fausses bonnes solutions. Est-ce qu'il y a aussi cette idée de mieux se connaître en fait? Complètement, oui, tout à fait. On peut pas. C'est la question du regard sur la société, du regard sur le monde est complètement corrélée à celle du regard sur soi. C'est d'abord accepter qu'on est un privilégié. Dans une conférence à Paris pour un magazine assez célèbre, j'avais été attaqué par l'une des conférencières en disant que voilà, on était tous des privilégiés ici, ce qui était le cas. Enfin, il n'y avait que des riches dans la salle de conférence, et avec cette idée que non, on ne veut pas accepter son statut de privilégié de par la construction, de par son vécu, pour X raisons. Mais c'est quand même très très fréquent. J'avais fait un petit test sur mon réseau social LinkedIn pour demander aux gens de se positionner en fait, sur l'échelle des revenus que j'ai évoquée tout à l'heure. Et l'immense majorité des gens n'ont pas conscience de faire partie des 10% les plus revenus, ou même des 5% les plus revenus. Ils vont à la limite se placer dans les 30, 25% les plus hauts, mais absolument pas dans les 10%. Donc il y a une déconnexion en fait, sur la manière qu'on a de se positionner sur l'échelle sociale et la prise de conscience en fait, de réellement notre position de privilégié. Donc oui, le travail sur soi commence par là, et puis c'est mieux se connaître, s'interroger. Donc il y a une partie un peu de développement personnel, quelque part, qui fait partie de la déconstruction des croyances, mais qui ne peut pas rester de l'ordre uniquement du développement personnel. Sinon, on reste dans l'individualisme en fait, et l'égocentrisme. Et on oublie en fait toute la logique systémique, collective et éminemment sociale qui est la part la plus importante. Et tu en parles d'ailleurs, tu évoques, pour dépasser ces freins, l'importance de l'engagement collectif. Alors, bien sûr, tu parles du fait de s'engager individuellement, mais tu parles des risques de l'engagement individuel versus de tout ce que ça peut apporter de l'engagement collectif. Tu peux nous en parler? Oui. Il y a plusieurs choses. Il y a une partie déjà qui est de l'ordre de la protection de soi, de prendre soin de soi dans la question de l'engagement collectif. Puisque quand on a une prise de conscience, vraiment un déclencheur qui motive une bifurcation, généralement déjà on l'a tout seul, pas en groupe, et on l'a pas forcément au même niveau, au même rythme, ni même du tout qu'avec par exemple son ou sa conjointe, sa famille, ses collègues de travail, ses amis. Et du coup on peut très vite se sentir très très seul au sein de son cercle social en fait, et se sentir comme un anormal, un peu malade, un peu fou. Et c'est très important en fait de se regrouper en collectif et d'aller voir des personnes qui sont dans cette même mouvance pour déjà aussi ne pas perdre pied par rapport à ces questions qui en fait détruisent littéralement à peu près toutes les fondations sur lesquelles on s'est bâti en tant qu'individu. Donc ça c'est vraiment un point que je trouve qui est très très important, qui moi m'a beaucoup aidé. Je pense que j'ai fait plus d'un an de dépression assez forte, avec le sentiment d'être extrêmement seul. C'est ce qu'on appelle l'éco-anxiété, par exemple. Oui, on peut l'appeler l'éco-anxiété, c'est tout à fait. L'éco-anxiété, c'est pas exactement ça. L'éco-anxiété,
telle qu'elle est définie par Alice Desbioles dans son livre sur l'éco-anxiété. Après, il y a plein de gens qui parlent d'éco-anxiété, mais c'est vraiment en fait l'idée c'est l'anxiété par rapport au futur sur les risques, on va dire, écologiques qui sont encourus. Là, c'est vraiment plus en fait la détresse de la solitude par rapport en fait à cette situation d'impuissance et aussi d'être un peu le vilain petit canard. Il y a une personne que j'ai interviewée qui s'appelle Hélène, aussi dans le podcast, qui l'expliquait très très bien, qui elle était consultante chez McKinsey, et qui pendant plus de 10 ans, en fait, à qui on a renvoyé en fait un peu presque la position de la pauvre femme hystérique, un peu malade, trop sensible, parce que en fait, ses valeurs et son éthique personnelle étaient en désaccord profond avec le fonctionnement du système, et qu'elle interrogeait alors que personne ne voulait l'interroger. Et c'est vraiment le fait de aussi rejoindre, on va dire, des collectifs qui permet en fait d'en sortir, ou en tout cas de sentir moins seul. Donc ça, c'était pour cette première partie. Et après, sur la question collective, l'autre, c'est quand on a envie de faire bouger les choses, c'est pour ne pas, voilà, ce que je disais un petit peu, rester uniquement dans la question du développement personnel, avec toutes les dérives New Age que ça peut représenter, et qui reste en fait profondément ancré dans l'idéologie de l'individualisme. C'est assez fascinant, tout ce qu'on peut voir autour de la spiritualité, du chamanisme, des sorcières, etc., qui va très très loin sur certaines logiques, et qui du coup refuse en fait la vision systémique et sociale de la question de la condition matérielle, on va dire, qui impose un mouvement et une transformation collective de la société, et qui pousse beaucoup à l'inaction. C'est un peu toute la logique de voilà, c'est en changeant soi-même qu'on va changer le monde. Et c'est très bien, mais il faut changer soi-même, mais après il faut agir sur le cadre social pour le transformer. Sinon le cadre ne bouge pas. Et donc voilà, ça c'est vraiment important aussi de bien inscrire cette action dans l'action collective. Et donc voilà, j'insiste beaucoup là-dessus, sur en fait les petits pas, c'est intéressant parce que ça permet de prendre conscience. Donc très souvent les gens, quand ils commencent à s'engager dans leur mode de vie, ils vont rejoindre une AMAP, ils commencent à trier leurs déchets, ils font un peu de compost, ils vont dans un magasin bio, machin, etc. Ok, donc c'est bien, ça permet de prendre un peu conscience, de mettre le pied à l'étrier. Mais après, voilà, la question de l'engagement doit passer au-delà, à travers une dimension politique, non pas forcément de parti politique, mais politique au sens d'action collective, dans des associations, dans du militantisme, dans du lobbying, dans de la désobéissance civile, peu importe en fait ce qui nous parle, ce qui nous convient, ce qui nous va, mais qui s'inscrit en fait dans une logique collective. Comment on évite justement, quand on veut bifurquer, comment on évite le greenwashing que tu évoquais, ou la fausse bonne idée? Bah, c'est hyper compliqué. Moi, je tombe dedans tout le temps. C'est très très difficile, puisque on n'est pas expert des sujets, et on a forcément besoin de tiers de confiance sur des sujets dont on n'est pas expert. Donc, on se fait tout le temps avoir, entre guillemets. C'est très très difficile de pas tomber dans le greenwashing. Mais l'idée, c'est de toujours creuser, en fait, d'être curieux et de toujours essayer d'être radical, au sens d'aller à la racine des choses pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y a derrière, et de ne pas rester en surface. Pour essayer de comprendre un peu quelles sont les causes profondes, un peu les racines réellement en fait d'un problème, avant de se poser la question des solutions. C'est cette phrase d'Einstein, qui peut-être apocryphe d'ailleurs, qui dit: si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à comprendre le problème et 5 minutes à m'intéresser aux solutions. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'injonctions au positivisme. Il faut toujours être heureux, toujours être positif, toujours trouver des solutions, sinon il n'y aura pas d'espoir, les gens ne vont pas être heureux. Du coup, il faut absolument trouver des solutions. Oui, mais on n'a toujours pas compris quel était le problème. Donc c'est quand même dommage de s'intéresser à des solutions alors qu'on n'a pas identifié et défini le problème. Donc je pense que voilà, il y a vraiment toute cette part d'identification et de travail sur la définition même du problème,
et pour essayer d'éviter le greenwashing et puis penser contre soi aussi, parce que c'est très très difficile, parce qu'il y a des choses qui vont forcément nous attirer, qui vont nous parler, qui vont dans notre logique, on est des êtres d'émotion, donc forcément des choses qui vont nous attirer, et donc c'est essayer un peu de penser contre soi pour interroger si voilà, on pense réellement que c'est une bonne ou mauvaise approche, ou voilà, ou enfin quelles sont, et voilà, essayer d'avoir un regard un peu équilibré et éclairé sur ces questions-là. C'est quoi la différence pour toi entre du greenwashing et la fausse bonne idée? Ouais. Alors c'est celle que moi je fais. Par exemple, il y a un très bon bouquin aussi qui s'appelle Greenwashing, qui est sorti aux éditions Seuil il y a quelques mois, qui lui ne fait pas la différence, qui va remettre, c'est une équipe de chercheurs, notamment pas mal de chercheurs de la Técopole autour de Toulouse, qui sont des chercheurs assez engagés dans de multiples disciplines, qui mettent tout sous le sceau du greenwashing. Moi, je pars du principe que le greenwashing est quelque chose de volontaire, de conscient et de délibéré, donc de cynique, alors que la fausse bonne idée naît d'une volonté profonde de faire le bien, mais en se trompant. Et du coup, voilà, le greenwashing, c'est typiquement la compensation carbone. Alors, je prends toujours l'exemple d'Air France, mais on va pouvoir citer KLM, puisqu'ils nous en ont fait une belle la semaine dernière, en disant qu'ils agissaient pour la planète et qu'ils allaient être neutres en carbone. Je caricature à peine, parce qu'ils mettaient des touillettes en carton et plus en plastique dans leurs avions. Donc c'est absolument fascinant. C'est donc par exemple toute la compensation carbone. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la compensation carbone, toutes les histoires de neutralité carbone. Tout ça, c'est du greenwashing. C'est la neutralité carbone, ça n'existe qu'à l'échelle de la planète. Donc on ne peut pas être une organisation et se revendiquer neutre en carbone. On ne peut pas être un territoire et se revendiquer neutre en carbone. Ça n'existe pas. L'action de compensation, c'est quelque chose qu'on opère une fois qu'on a réduit au maximum. C'est comme quand je n'ai pas d'exemple qui parle comme pour venir, mais qui me vient en tête. Mais la compensation carbone part du principe que l'on peut en fait échanger, que tout est commensurable, et que l'on peut en fait troquer la valeur du vivant sur Terre sur la base en fait d'un indicateur monétaire en devise. C'est l'idée de dire que si je coupe un arbre ici, c'est pas très grave parce que je vais en planter un ailleurs et ça va compenser. Donc quand on parle d'arbre, on se dit bon bah ouais, ok, peut-être. Mais en fait c'est la même chose de dire que vous madame, je vais prendre votre enfant, je vais le tuer, mais c'est pas grave parce qu'on va favoriser une naissance en Chine. Je suis pas sûr qu'on soit tous d'accord là-dessus. Mais c'est exactement la même chose, la compensation. C'est ça. Donc non, la compensation, c'est vraiment pas loin du pire du greenwashing et de la fausse bonne idée. C'est vraiment quelque chose de très très délétère qui donne de faux espoirs en fait aux personnes sur la capacité de continuer à vivre de la même manière. C'est cette idée qu'on va pouvoir continuer à vivre de la même façon, qu'on n'a pas besoin de changer nos modes de vie parce qu'on va compenser. Mais non, il n'y a pas de compensation. Je m'arrête là-dessus parce que ça m'interroge. C'est pas dans mes questions, hein, mais pour toi, donc toute personne, toute entreprise qui fait de la compensation carbone ou de la neutralité carbone, c'est pas une envie profonde de faire le bien. Ce n'est jamais ça. En fait, je suis un peu étonnée. Alors, je vais être peut-être un peu méchant, mais honnêtement, aujourd'hui, si un responsable d'entreprise est capable de faire une communication aussi grossière que celle d'Air France ou KLM sur les touillettes en disant qu'ils vont être neutres en carbone ou qu'ils font de la compensation parce qu'ils vont planter des arbres par rapport à leur vol en avion et que du coup tout va bien, c'est que soit ils n'ont vraiment pas creusé la question, parce que ce que je vous dis, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études et d'étudier le problème très longtemps pour comprendre que ça ne fonctionne pas la compensation et que c'est de l'ordre du greenwashing. Donc il y a, je pense, honnêtement, une partie des gens qui sont cyniques ou une partie des gens qui sont ignorants, mais pour être ignorant sur ce point, franchement, il ne faut vraiment pas avoir creusé, quoi. J'entends aussi que toi, tu évoques la partie greenwashing dans le sens la communication sûre, parce qu'il y a aussi des gens qui font des choses, et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi des fausses bonnes idées.
qui sont des gens qui vont essayer, qui vont faire, mais qui ne vont pas forcément en parler. Et là, je ne sais pas si c'est du greenwashing ou pas pour toi. Non, puisque le greenwashing, c'est l'idée c'est l'idée de la communication, en fait. Hein. C'est vraiment, sur le greenwashing, un autre fait courant, c'est de mettre en avant tout ce qu'on fait bien en omettant tout ce qu'on fait mal. Donc généralement, ça, c'est... alors pareil, il y avait une banque récemment qui faisait sa communication en disant, regardez, on est super, et notre carte bancaire là qu'on vous donne, elle est par exemple en bois. Bon, c'est super, mais sauf que le problème de la banque, c'est pas ses cartes de crédit, c'est ce qu'elle fait de l'argent qu'on y place. Donc c'est toute cette déconnexion. On va montrer le 0,1% qu'on fait bien dans nos activités et le 99,9% qu'on fait mal. Après, sur les questions de neutralité et de compensation, il y a aussi quelque chose dans l'idée même de la mesure qui est problématique, puisque aujourd'hui, légalement, quand vous faites par exemple le bilan carbone pour les entreprises, qui est quelque chose de réglementaire et d'obligatoire pour les entreprises de plus de 500 salariés, si je ne dis pas de bêtises, c'est uniquement le scope 1 et le scope 2 qui est pris en compte et pas le scope 3. Vous irez voir pour les détails techniques, mais le scope 3, c'est en gros 90% des émissions. Donc on est bien content d'avoir scope 1 et scope 2 et de se dire, regardez comme je suis neutre en carbone, alors qu'on a omis 90% des émissions. C'est ce qui permet à des entreprises comme Rent-A-Car, Google, etc., de se dire, on est neutre en carbone depuis 10 ans. Les mecs font de la location de véhicules thermiques et ils sont neutres en carbone. Bon, j'interroge quand même le cynisme derrière ça. J'entends. Du coup, on parle de voiture. Dans les fausses bonnes idées, tu évoquais justement la notion de voiture en disant que ce n'était pas forcément ta spécialité, mais qu'effectivement, on pouvait s'interroger sur la partie voiture électrique. Oui, alors c'est un gros débat sur la voiture électrique, mais qui en fait est un mauvais débat. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une fausse bonne idée sur la voiture électrique? Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une grosse partie de ce qui ressort dans le livre n'est pas de l'ordre de mon opinion, mais de travaux en recherche, de débats qui existent, sur lesquels je peux donner moi aussi mon avis, mais qui ne sont pas le fruit de ma pensée. Sur la voiture électrique est une fausse bonne idée au sens où on s'interroge sur une problématique technique sans se poser la question en fait de où on veut aller, pourquoi et par rapport à quel problème. La voiture électrique, c'est une question de mobilité. Et la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut une voiture thermique ou une voiture électrique, c'est de savoir comment on se déplace. Et le problème, c'est pas la voiture thermique ou la voiture électrique, c'est la voiture individuelle. Donc c'est ça, la voiture électrique est une fausse bonne idée, au sens où en fait, on se focalise sur une problématique technique à l'ordre sans aller vraiment à la racine même du problème, qui est liée encore une fois à une question purement idéologique. C'est qu'on ne veut pas revenir sur l'idée même de la voiture individuelle par rapport à tout un tas de raisons, de l'ordre de l'idée de la liberté que ça représente, etc. Et je ne dis pas qu'il faut supprimer toutes les voitures demain, bien évidemment. En plus, voilà, on est à Chambéry. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont besoin de la voiture pour se déplacer. Je dis juste que si on veut réfléchir concrètement à la problématique des véhicules et des déplacements, il faut s'interroger sur toutes les modalités de transport et non pas uniquement sur l'idée de la voiture individuelle, à savoir quel moteur on va mettre dedans. Et tu l'évoques beaucoup dans ton livre. Tu parles de la radicalité de ce changement qui est nécessaire. Ouais, c'est pas possible autrement. Si on change pas de manière systémique, c'est pas possible. Mais en fait, pour garder une planète habitable, quand on voit que là, à plus 1,12 degrés, c'est déjà l'enfer une bonne partie de l'année. Il y a des gens dans l'Aude là, qui est des villages qui n'ont pas d'eau. Hein. Si vous avez suivi, on est en avril. Les scientifiques sont extrêmement inquiets. Ça se ressent très peu dans les communications scientifiques parce qu'ils ne donnent pas leur opinion pour la plupart, sauf quand ils sont sûrs à 99%. Donc voilà, c'est le GIEC a dit pour la première fois il y a 1 an ou 2 que oui, on était sûr que le changement climatique était lié aux activités humaines.
Mais en fait, on est quasiment sûr à 90% de ça depuis 20-30 ans. Sauf que dans les communications, la rigueur scientifique fait que. Tout ça pour dire que les transformations nécessaires pour rester sur une planète habitable sont l'ordre de la transformation totale de nos modes de vie. Et a fortiori de celui des plus privilégiés. Et c'est dans la manière dont on travaille, c'est dans notre rapport au temps, c'est bien évidemment dans les modes de consommation. Il y a plusieurs manières de faire. Enfin, le champ des possibles est presque infini. Je veux dire, on peut imaginer énormément de manières de vivre en fonction de ce de ce dont on a envie, des besoins, des différentes cultures, des uns et des autres, des territoires. On n'a pas à homogénéiser une manière de faire, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est le cadre en fait physique, des contraintes imposées par notre planète sur cette manière de vivre. Tu proposes des clés pour donc cheminer vers un monde plus durable, des clés pour les élites, des clés aussi qu'on peut peut-être nous utiliser si on ne se sent pas dans cette élite. Tu nous en donnes quelques-unes pour conclure? Il y a 4. Généralement, quand on se dit bon, on passe à l'action ou on fait des choses, on se regarde non pas en tant que citoyen, mais en tant que consommateur. C'est l'image qu'on nous renvoie beaucoup, c'est par les consommations. Alors bien évidemment, ça passe par la consommation. Donc c'est changer ces modes de consommation. Changer ces modes de consommation. Pour les plus riches, ça passe principalement par 2 choses essentielles. C'est arrêter de prendre l'avion. Voilà. Ça, la question de l'avion n'est même pas un débat. 70% des voyages en avion sont de l'ordre du plaisir et uniquement du tourisme. 90% de l'humanité n'a jamais pris l'avion et 1% de l'humanité est responsable de 50% des émissions de l'aviation. Prendre l'avion, et j'ai été le premier à le faire, et je ne raconte même pas mon bilan carbone depuis que avant d'arrêter de prendre l'avion, mais c'est un sport de riche. Voilà. Riche au sens mondial. Et qui est juste complètement intenable. Pour donner juste un petit ordre d'idée. En 2050, si on veut tenir les accords de Paris, le budget carbone, c'est-à-dire le nombre de tonnes de gaz à effet de serre qu'on peut s'autoriser en tant qu'individu à émettre chaque année, c'est 2 tonnes. 2 tonnes, c'est un aller-retour Paris-New York. Donc un aller-retour Paris-New York, c'est votre budget carbone de l'année qui est consommé. Je veux bien qu'on m'explique dans ce cadre-là comment est-ce qu'on fait pour continuer à prendre l'avion. Alors on va me dire, oui, mais l'avion à hydrogène, l'avion électrique, très bien. Très bien. On arrête pour l'instant l'avion fossile. Et puis quand l'avion électrique ou l'avion à hydrogène, avec un hydrogène qui n'est pas fossile, parce que pour l'instant l'hydrogène c'est fossile à plus de 90%, on en reparle. Et on se dit, allez, bon, super, on pourra peut-être refaire d'autres choses. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. Il y a la viande, bien évidemment. L'impact de la viande est gigantesque aussi dans nos consommations. Et après, notamment pour les plus privilégiés qui ont beaucoup d'épargne, il y a tout l'impact de son épargne, de là où on met son argent. Aujourd'hui, j'ai plus envie de dire de bêtises, j'ai plus les chiffres exacts en tête, donc excusez-moi si je dis une ânerie, mais je crois que c'est pour de l'ordre de 1 000 € que vous placez dans une banque, n'importe laquelle des grandes banques françaises, c'est l'équivalent de 1 tonne de CO2 émis par an. Donc faites le petit calcul en fonction de votre épargne et ça vous donnera une approximation de combien de tonnes directement vous émettez juste avec l'argent qui est placé à la banque. Du coup, on fait quoi de notre épargne? Alors, merci pour la question. Il y a plusieurs solutions qui existent pour l'épargne. Vous pouvez la mettre, c'est Oxfam, les Amis de la Terre, qui recommandent ça. Vous pouvez la mettre à la Nef, qui est la seule banque éthique française. Donc vous la placez sur un livret B à la Nef, qui est directement investi dans des projets sociaux et écologiques, rémunérés à hauteur de 0,15%. Et oui, parce que avoir une épargne durable, c'est renoncer
L'accumulation de capital, c'est donc renoncer à la rentabilité financière de son capital, et ils n'ont pas de compte courant pour les personnes. Du coup, pour le compte courant, la meilleure option, c'est le crédit coopératif. Voilà. Et je vous laisse creuser. Il y a un très beau rapport, très bien vulgarisé, qui est fait par les Amis de la Terre sur la question de la banque, qui est un énorme sujet. Le troisième point, c'est son métier. Donc c'est changer de métier. C'est changer ce qu'on fait pour au moins arrêter de nuire. Et puis après, si on a envie, essayer de mettre de l'utilité sociale au sein de son métier. Enfin, si on a envie et si on a la capacité, au sens, pas capacité en tant qu'individu, mais aussi en fonction de là d'où on vient, de toutes les problématiques qui peuvent exister. Ça, c'est le troisième point, mais qui est essentiel. On ne peut décemment pas, aujourd'hui, dire qu'on est engagé ou se dire c'est génial, par exemple, je suis dans une AMAP, alors qu'on travaille chez McKinsey. Alors, vous allez dire, il a un truc contre McKinsey, pas particulièrement McKinsey, hein, BCG, Bearing Point, tous les autres, c'est pareil. Hein. Ou quand on travaille chez Total, ou quand on travaille, je suis désolé, chez Airbus. Voilà, c'est intrinsèquement problématique. Donc c'est un gros chantier, mais qui fait partie de cette transformation. Et enfin, le dernier, ce qui est l'engagement collectif, l'engagement citoyen, et qui peut revêtir de nombreuses formes, en fait, cadre associatif, lobbying, parti politique, désobéissance civile, action de sensibilisation, etc., etc. C'est chez Payot, ça s'appelle Le courage de renoncer. Merci Jean-Philippe Decazes. C'est à vous, si vous avez des questions pour Jean-Philippe. Il y a un micro qui est juste ici. Quand je vous vois, levez la main, je ferai un signe à madame pour pouvoir vous apporter le micro. Ici. Bonjour, merci d'abord pour la conférence. Est-ce que vous avez des statistiques sur ce que deviennent ces élites qui changent de vie, qui s'engagent dans le monde associatif? Est-ce qu'ils créent des entreprises éco-responsables? Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là? J'ai pas de statistiques. C'est assez difficile d'avoir des statistiques en fait sur les élites et notamment les diplômés de grandes écoles, puisqu'il n'y a pas de stats en fait de l'INSEE qui est fait précisément en fait sur les diplômés de grandes écoles. On va en avoir sur les prépas, mais pas directement après sur les grandes écoles. C'est la CGE, la Confédération générale la Confédération des grandes écoles, qui a quelques chiffres que j'ai utilisés dans le livre. Mais il n'y a pas de chiffres sur les bifurcations des diplômés de grandes écoles et qu'est-ce qu'ils font ensuite. Donc moi, je peux vous dire par rapport au prisme des gens que j'ai interviewés, qui est forcément biaisé de multiples façons, mais de qu'est-ce qu'ils font derrière. Il y en a qui vont tout simplement s'installer par exemple en maraîchage, ou qui vont devenir paysans. C'est une première chose. Il y en a qui vont faire du coaching. Il y en a qui vont être indépendants. Il y a beaucoup d'animateurs, par exemple, des différentes fresques du climat, etc. Donc ils vont opérer de la sensibilisation en entreprise, en école. Il y en a qui rejoignent l'économie sociale et solidaire, par exemple Label Emmaüs. D'autres qui rejoignent des coopératives d'intérêt général, Railcoop, Télécoop, Sailcoop, toutes ces entreprises qui sont conçus et qui sont par essence objectifs de bien commun et d'intérêt général. Il y en a qui vont s'engager en politique aussi. Voilà, il y a de multiples vocations qui naissent et plein de chemins en fait sur ces changements de métier. Merci. Avec plaisir. Une autre question ? Bonjour. Au début de votre intervention, voilà, vous parliez de capital social, de richesse, etc. Les personnes dont vous parlez, elles ont aussi un capital intellectuel. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce que vous conseillerez à des jeunes à l'orée de leurs études, qui viennent d'une famille néo-bourgeoise, qui ont la capacité de s'engager dans ce type de formation,
vers des écoles d'ingénieurs, de commerce, etc. Voilà. Et finalement, à quel moment renoncer, oser renoncer, quitter le navire, déserter? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et alors, je donne des cours à des étudiants en école de commerce et à la fac. Et du coup, j'ai ces discussions avec des étudiants. Je ne peux pas donner de conseils, mais je peux dire comment moi, je voudrais revoir les choses, ou comment est-ce que, avec mon parcours personnel aujourd'hui, qu'est-ce que je me conseillerais à moi-même par rapport au choix que j'ai fait. Je pense déjà que l'idée de la carrière, c'est quelque chose du XXe siècle qui a complètement disparu, et que l'idée même de la nécessité du diplôme, ou l'intérêt même du diplôme dans une logique de faire carrière, n'a vraisemblablement plus beaucoup d'intérêt aujourd'hui. En revanche, c'est très facile quand c'est un mec comme moi qui dit ça, qui a fait HEC et Polytechnique. Hein. Donc effectivement, j'en ai complètement conscience, et je sais tous les verrous que ça lève d'être dans cette position-là, étant donné le fonctionnement actuel de notre système. Donc c'est là où c'est compliqué. C'est parce que ça facilite bien des choses, mais en même temps, ça enferme. Ça enferme parce qu'à partir du moment où on rentre dans ces études, on rentre dans un cadre où on va commencer à être formaté. Si en plus on n'a pas le capital, enfin si, entre guillemets, papa et maman n'ont pas payé l'école, HEC c'est 15 000 € par an. Moi j'ai emprunté 60 000 € pour faire HEC. Quand je suis sorti, je devais rembourser 1 200 € par mois. Donc il fallait se loger à Paris. Donc ça vous enferme concrètement dans un type de travail. C'est dans un emploi où vous allez devoir gagner de l'argent. Et les emplois qui payent bien, c'est des emplois qui sont rentables, qui font de la croissance et qui sont donc écocidaires. Donc c'est très compliqué parce que d'un côté, il faudrait quitter le navire avant même de rentrer dans l'école. Mais une fois qu'on y est-ce qu'on essaie de s'intégrer dans le système pour le faire bouger? Difficile en tant qu'étudiant, parce qu'on n'a aucun moyen réel en fait de faire bouger les entreprises qu'on va rejoindre. On n'a pas le pouvoir pour les faire bouger. Je pense, mais c'est vraiment mon opinion, donc vraiment à prendre avec des pincettes, et peut-être que dans 2 semaines je vous dirai autre chose, que la désertion pour ces jeunes de grandes écoles est peut-être l'acte politique le plus fort, et qui terrifie bon nombre de ces grandes entreprises. Que des polytechniciens, que des agroparitech, que des HEC disent « Ben non, on n'ira pas bosser chez vous, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller monter un tiers-lieu, c'est qu'on va aller faire du maraîchage, c'est qu'on va rejoindre une ZAD, etc. » Ça terrifie effectivement les grands groupes industriels. Donc c'est peut-être ça une des pistes à suivre. Mais c'est délicat parce que en fait, les situations sont toutes différentes, et puis c'est rentrer en confrontation aussi avec la famille, avec les amis aussi. Enfin, il y a des parcours pour lesquels c'est plus facile que d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, quand on fait AgroParisTech, c'est plus facile que quand on a fait HEC. Parce qu'on est déjà sur... au niveau du cadre idéologique, ce n'est pas le même. Dans les écoles de commerce, ça bouge vraiment pas beaucoup. Les écoles d'ingénieurs, ça bouge plus. Les écoles de commerce, c'est vraiment compliqué. Merci. Oui, je vous cherchais un petit peu là-dessus parce que c'est aussi la question, certes, des écoles et du prestige, mais aussi de l'accès à la connaissance et de la capacité d'avoir du pouvoir de changer un certain nombre de choses. Voilà. Donc c'est peut-être déserter un certain type d'école, mais pas forcément la connaissance. Vous êtes d'ailleurs retourné à l'université et dans un travail de thèse. Donc. Oui, et je fais aussi ce choix en choisissant pleinement aussi Polytechnique par rapport à l'aspect prestige et position que ça me donne au niveau social, par rapport à mon choix de travailler avec les entreprises pour essayer de les transformer, ou en tout cas de travailler sur ces sujets. Et c'est tout de suite beaucoup plus facile, quand on est un homme blanc de 40 ans avec HEC et Polytechnique sur son diplôme, de s'adresser à des patrons d'entreprises, dirigeants de grands groupes, et d'être écouté.
Donc il y a aussi une dimension stratégique par rapport à ça, en fonction de l'objectif qui est poursuivi et de ce qu'on veut faire derrière. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va aller ici pour madame et après on retournera là-bas. J'avais 2 remarques. D'abord, sur le début de votre intervention, c'est un peu déprimant, mais c'est toujours déprimant en ce moment de toute façon, tout ce qui tourne autour de ces questions. Donc en gros, ce que vous dites, c'est que toutes ces élites qui ont fait le virage que vous avez fait, c'est parce qu'ils ont été confrontés personnellement à un événement émotionnel très fort. Donc, que ce soit la maladie, que ce soit un décès, etc. Donc, ça veut dire que toutes les connaissances scientifiques, et ce sont des gens cérébrés, ils n'en ont que faire. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'inquiétant. Alors, bon, vous répondrez après. Voilà, mais c'est un peu comme ça, c'est que voilà, toute la connaissance scientifique aujourd'hui qui existe, alors peut-être pas que faire, mais en tout cas, c'est jamais. Dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas ça qui les a fait changer d'avis. Donc ça m'inquiète un peu quand même. Ma deuxième remarque, bon, c'était plus anecdotique sur la voiture électrique. C'est vrai que je me suis posé la question il y a quelques années, quand il a fallu que je change ma voiture, qu'est-ce que je fais? J'ai été me renseigner sur Internet, etc. Bon, j'ai dit quand même, la voiture électrique, ça a l'air un peu moins pire. Mais vous avez raison, de toute façon, ce qu'il faut, c'est changer de mode, évidemment, de déplacement. Alors, l'avantage de la voiture électrique pour ça, c'est qu'aujourd'hui, les bornes de recharge sont tellement rares et HS que, du coup, dès que je dois faire plus de 300 km, ben, je prends le train. Au moins, voilà. Pour le moment, on va dire, ça résout un petit peu. Voilà. Ma question, c'est que vous avez prononcé dans votre conférence le mot croissance, mais pas le mot décroissance. Donc même si je sens que derrière ce que vous dites en creux, il y a de la décroissance, je voudrais quand même bien avoir votre avis sur ce terme-là de décroissance. Et l'autre chose aussi sur le mot politique, que je n'ai pas beaucoup entendu, parce que, bon, bien sûr, comme vous dites, à notre niveau individuel, on va changer, on va faire le tri, on va être tout content, on va mettre 3 panneaux solaires sur son toit, on s'est dit, oh là là, c'est bien, et puis je décide de prendre l'avion plus qu'une fois par an. Mais on sait bien que ça ne suffit pas. Vous avez fait la fresque du climat, moi je la connais depuis des années aussi. On sait bien que, par exemple, une chose qui pollue le plus la planète aujourd'hui, c'est la viande et c'est l'agriculture en général. Donc là, ce n'est pas à notre niveau qu'on va changer quelque chose, c'est vraiment au niveau politique. Donc, qu'est-ce que vous pensez de nos politiques? Voilà, mes 2 questions. Alors, merci. Déjà sur la question de ils savent et ils font rien et c'est grave. Bah oui, mais en fait, c'est parce qu'on part du principe que la connaissance est suffisante pour le passage à l'action. Or, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est décorrélé. Il y a une très bonne étude qui a été faite justement sur la conscience morale et la décision d'agir sur une action dont on sait que moralement, elle ne correspond pas à nos valeurs ou qu'elle est mal, on va dire. Et en fait, il n'y a pas de lien direct entre savoir que moralement c'est mal et le fait d'agir. Parce que les facteurs qui sont liés à l'action sont éminemment beaucoup plus complexes, qui sont liés à la pression sociale, qui sont liés à tout un tas d'autres facteurs, et pas uniquement la question de la connaissance. La connaissance est nécessaire, mais très 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 loin d'être suffisante. Donc c'est un préalable, il faut informer, il faut expliquer, il faut vulgariser, mais c'est pas du tout suffisant pour passer à l'action. C'est juste ça pour clarifier juste cette partie. Sur le politique, juste rapidement, j'ai quand même l'impression d'en avoir pas mal parlé, mais en parlant de collectif, en disant que, voilà, que l'action est éminemment collective et que justement il faut vraiment pas sortir du cadre individuel. Après, sur la politique, si vous entendez politique au sein du jeu des partis, c'était ça Ok. Ok, ouais. Ok. Mais pour moi, c'est du politique. Mais alors, ça c'est mon opinion, c'est à titre très personnel. Je n'y crois absolument pas.
Voilà, autant le dire, je ne pense absolument pas que l'on change quoi que ce soit avec le jeu des partis aujourd'hui, tel que c'est fait, dans la manière dont ça fonctionne. Je suis allé voter aux dernières élections présidentielles par décence pour mon épouse qui est d'origine vietnamienne, parce que je ne voulais pas prendre le risque de voir le FM à la tête de ce pays pour l'instant. Mais sinon, je n'y serais pas allé. Je pense honnêtement que les réponses politiques sont à chercher en dehors des partis. Il y a un très bon parallèle qu'on peut faire. Quand vous jouez au Monopoly, vous avez beau être Mère Teresa et Gandhi, vous finirez toujours par vous taper dessus et en mettre un en prison ou sur le carreau, parce que c'est comme ça que fonctionne la règle du jeu. De manière un peu caricaturale, le fonctionnement des partis, le fonctionnement de notre système politique favorise des sociopathes à la tête de ces partis. C'est très très difficile d'en sortir. Voilà. Et ceux qui ne le sont pas, ce ne sont pas ceux qu'on entend, qui sont représentés. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça, bien évidemment, mais voilà, donc mais ça pose beaucoup de questions sur la manière, effectivement, de comment est-ce qu'on transforme les règles, les normes, à partir du moment où, effectivement, c'est verrouillé dans le jeu partisan. Sur la décroissance, bien évidemment, la décroissance... alors, en toute objectivité, je m'inscris dans l'école de pensée de la décroissance, qui est une école de pensée en sciences sociales, en économie, depuis les années 70, et sur lequel il y a énormément d'écrits scientifiques, de travaux, et la décroissance se définissant comme la réduction planifiée de la production et de la consommation dans les pays riches, dans un objectif de bien-être et de respect des limites planétaires. C'est ça la décroissance. La décroissance, c'est pas enlever aux pauvres pour qu'ils aient encore moins. Non, la décroissance, c'est justement un objectif de réduction des inégalités. La décroissance, elle est féministe, anti-industrielle, anticapitaliste, anti-impérialiste, profondément égalitaire. C'est ça les logiques de décroissance. Donc bien évidemment, la décroissance est une phase nécessaire pour retomber en fait sous les seuils dépassés des limites planétaires et repenser en fait l'architecture de notre société. Mais bon, j'en parle pas trop, il y a Timothée Paris qui viendra. C'est ce que j'allais vous dire. Donc, Décroissance, 8 juin, 19h, Timothée Paris, ralentir ou périr, l'économie de la post-croissance. Merci pour votre question, c'était parfait comme transition. Il nous reste une question ici, s'il vous plaît. Et si vous ne pouvez pas attendre sur la décroissance, Timothée a fait de nombreuses interventions, donc je pense qu'avec une petite recherche voilà, sur Internet... Et après on fera ici alors. Ouais, non mais allez-y, donnez le micro et après on va faire ici. Bonsoir, merci pour cette conférence. Je crois que le sujet de votre thèse, c'est la transformation des modèles économiques des entreprises. Et je voudrais savoir, pour vous, qu'est-ce que vous entendez par là et quels sont ces nouveaux modèles économiques, s'il vous plaît. Ok. Alors, en vrai, la première question que je me pose, c'est est-ce que c'est possible ? Et je ne sais pas. C'est possible de créer des entreprises vertueuses. Je ne sais pas si c'est possible de transformer une entreprise existante en entreprise vertueuse. Qu'est-ce que j'appelle entreprise vertueuse ? Il y a énormément de manières en fait d'avoir des modèles, on va dire, qui sont vertueux. Mais pour faire simple, on va dire que c'est l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc c'est des coopératives d'intérêt général, c'est des associations. En tout cas, voilà. Mais après, il y a énormément de manière de le construire. Ça peut être, quand on est tout seul, c'est une ESUS ou une URL, parce qu'on ne va pas faire de coopérative tout seul. Mais ce sont en gros des organisations à gouvernance partagée, dont le modèle économique répond à des besoins précis sur un territoire, en discussion avec les parties prenantes, qui ont une logique de définition de la valeur comme étant sociale, environnementale et économique. Voilà, c'est un peu de ça. Il y a énormément de travaux. Après, voilà, je suis sur le début de ma thèse. Donc, et on peut citer le travail de Céline Puffardigili et Fabrice Bonifay qui parlent de l'entreprise contributive qui sont venus ici à Livre en Marche.
Voilà, alors il y a effectivement un très bon essai qui a été fait par Céline et Fabrice. Après, c'est pas un travail de recherche sur la question des nouveaux modèles économiques. Voilà, moi, je regarde plus les travaux les travaux de recherche, notamment dans le cadre, on va dire, de l'économie de la décroissance. Il y a des travaux là-dessus qui posent beaucoup de questions sur la taille de ce que c'est qu'une entreprise en fait, qui est soutenable, de comment on définit en fait, la soutenabilité, de comment même on la mesure. Enfin, pour dire, en fait, il y a énormément de problèmes rien que liés à la logique de mesure, puisque la logique de mesure induit derrière un pilotage par rapport à cette mesure. Sauf que l'hypothèse de base, c'est qu'on est capable de mesurer, d'appréhender et de comprendre le vivant dans son intégralité pour définir une mesure adéquate et donc définir des seuils et des niveaux de pollution acceptables, d'empreinte écologique, d'utilisation des ressources, etc. Sauf qu'en fait, on ne sait pas faire ça. C'est pas vrai. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on fait des choses, on définit des seuils, on définit des niveaux de mesure, et 20 ans, 30 ans, 40 ans après, on se rend compte qu'on s'était planté. Parce que, en fait, le périmètre qu'on regardait avait une zone complètement d'ombre dont on n'a forcément pas conscience, puisqu'on ne mesure et on ne cherche à mesurer que ce qu'on voit ou ce qu'on va chercher, mais on omet toute la partie que, bien évidemment, on ne connaît pas ou qu'on ne voit pas. Et ça, c'est très, très difficile. Donc, en fait, il y a toute une logique même de la science comme étant un outil pour la transformation même des modèles et de cette idée de la mesure qui est problématique. Donc c'est pour vous dire, c'est un vaste terrain, quoi. En fait, pour moi, le problème, c'est pas tellement de faire les calculs, mais c'est de s'en servir après pour le pilotage. En fait, c'est là, en fait, c'est la question de la mesure. Pourquoi pas, à partir du moment où, en fait, on prend un peu de recul et qu'on est humble, qu'il y ait une dose d'humilité sur, en fait, le seuil d'incompréhension. Ça peut être intéressant de mesurer. Le problème, c'est quand c'est dans une logique utilitariste. Et c'est ça le cas aujourd'hui, en fait, c'est tout le problème de la mesure, et pas uniquement sur ces questions de bilan carbone ou autre. Ça revêt, enfin, c'est la question en économie, avec l'histoire de la dette, par exemple. On va toujours sortir, il y a un problème avec la dette. C'est faux, pas de problème avec la dette. C'est une convention. On fait ce qu'on veut avec la dette. C'est pas physique. Et ça dépend comment on la mesure. Dette nette, dette brute. Qu'est-ce qu'on fait rentrer, qu'est-ce qu'on fait pas rentrer? Qui décide? Pourquoi? Comment? Il nous reste une dernière question juste ici. Merci. Oui, je voulais vous demander comment votre thèse est financée. Je vous pose cette question parce que j'ai un peu fait un petit bout de chemin. Alors, je suis arrivée à faire un boulot plutôt militant. Néanmoins, mon poste est financé à 100% par les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Et donc, ça m'a posé beaucoup de questions sur si oui ou non j'allais accepter cet emploi, même si la mission est très intéressante et sûrement très vertueuse. Voilà, j'ai accepté, ça fait 1 an, mais je me pose toujours cette question et je me suis dit que pour vous, sûrement, derrière les financements de la thèse, il y avait avoir ces mêmes interrogations. Tout à fait. Alors moi, elle est financée par Total. Non, voilà. Du coup, on a quelques soucis en interne. C'était une grosse question. Mais du coup, je prends un peu de temps pour expliquer, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir le cheminement. Ma femme a repris ses études pour être éducatrice de jeunes enfants. Elle est partie sur 3 ans d'études, zéro revenu du coup de ce côté-là pendant les 3 ans. On a défini qu'on a un enfant de 2 ans, on vit à Toulouse. On a défini quel était le budget mensuel dont on avait besoin pour vivre, selon nous, décemment. On a défini que ce budget c'était 3 000 €. Donc on s'est dit, si Jean-Philippe, tu dois faire financer ta thèse, il faut que ce soit à hauteur de 3 000 €. Faire financer une thèse à hauteur de 3 000 € par des bourses, que ce soit de l'ADEME, que ce soit d'une chaire, que ce soit d'un labo, etc., ça n'existe pas. On est autour de 1 200, 1 500. Du coup, j'ai décidé de la faire en CIFRE, c'est-à-dire que je la fais en entreprise, et que cette entreprise est mon terrain de recherche. Il s'avère que je la fais dans une association qui s'appelle le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui aujourd'hui se pose la question de la transformation des modèles économiques, et qui regroupe 7000 dirigeants d'entreprises, principalement TPE, PME, sur tout le territoire, et qui sont aujourd'hui en fait
mon matériau pour la recherche. Et pour eux, je développe une formation à destination des dirigeants d'entreprise sur la transformation des modèles économiques dans le respect des limites planétaires. Donc, et j'ai négocié un salaire de 3 000 € par mois pour faire cette thèse. Et donc je pense être vraisemblablement peut-être le ou l'un des doctorants les mieux payés de France, très clairement. Et peut-être l'un des plus chanceux aussi, puisqu'il y a une adéquation parfaite entre ma recherche, mon terrain et éthiquement des valeurs partagées très très fortes avec aussi la structure qui m'accueille. Merci Jean-Philippe Decazes pour les réponses à vos questions. Le livre est juste derrière vous. La librairie Gagarin est là pour vous. Avec plaisir. Et si par hasard, vous auriez envie de revenir ici la semaine prochaine, ça tombe bien. Il y a un monsieur qui s'appelle Emmanuel Pont qui sera avec moi ici pour son livre Entre questions de société et choix personnels. Vous l'avez entendu, faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? Un livre indispensable qui répond avec nuance aux peurs de la surpopulation et aux dilemmes des parents face à la crise écologique. On vous attend nombreux. Merci à vous.